Allez, aujourd'hui, on parle ferme pédagogique et plus précisément, on va parler des questions qui vous taraudent le plus lorsque vous avez votre idée, votre projet qui peut s'apparenter à une ferme pédagogique. Alors, j'ai sélectionné parmi toutes les questions que vous vous posez généralement, les trois principales, celles qui sont, allez, qui reviennent à 80 voire 90%. Et vous allez voir qu'avec ces trois questions-là, vous allez déjà avoir les réponses à beaucoup de choses qui peuvent vous bloquer dans votre idée, dans votre problématique de créer votre propre projet de ferme pédagogique. Allez, on commence avec la toute première question. La première question, c'est comment s'y retrouver entre ferme pédagogique, ferme d'animation, ferme thérapeutique, ferme sociale, et cetera. Je m'y retrouve pas, je ne sais pas comment trouver, ma propre appellation et je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que ça signifie, ce que ça implique et ce à quoi je m'engage lorsque je décide d'appeler mon projet ferme pédagogique, ferme sociale, ferme d'animation, et cetera. Alors la première chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que, il n'y a pas vraiment de définition légale autre que celle qui a été définie dans une circulaire interministérielle qui date de 2001, du 5 avril plus précisément, et qui définit la ferme pédagogique comme étant un lieu qui accueille des publics dans le but d'éduquer, de sensibiliser et de faire découvrir le monde des animaux et notamment des animaux de ferme ou le monde de l'agriculture en général. Et ces fermes pédagogiques peuvent prendre deux formes différentes. La forme d'une exploitation agricole ouverte au public et la forme d'une ferme d'animation. Alors qu'est-ce que c'est une exploitation agricole ouverte au public? Eh bien, on part d'un point A qui est un agriculteur, un exploitant agricole ou une agricultrice qui a donc une exploitation agricole, qui produit quelque chose. Ah, ça peut être une production céréalière, une production potagère, agroforestière ou une production animale, que ce soit une production animale d'œufs, de lait ou de viande, de laine, etc. Et donc ça, c'est le métier principal de notre exploitant agricole, de notre agriculteur. Et sur son activité, il va rattacher une activité d'accueil à la ferme, d'ouverture au public. Et donc, il reste exploitant agricole d'abord et il a une activité accessoire. C'est ce qu'on va appeler les exploitations agricoles ouvertes au public. Ces exploitations ouvertes au public peuvent généralement bénéficier, ou en tout cas demander à bénéficier d'un label qui s'appelle le label Bienvenue à la ferme, qui leur donne le label de ferme pédagogique. Mais il faut savoir que l'appellation ferme pédagogique n'est pas réservée aux personnes qui sont adhérentes au réseau Bienvenue à la ferme. Et puis on a le corollaire ou l'autre type de ferme pédagogique, ce sont les fermes d'animation. Les fermes d'animation, dans la circulaire interministérielle, sont généralement associatives ou à but non lucratif. Elles peuvent également être privées, elles peuvent également être communales, municipales, publiques. Leur objectif à ces fermes d'animation, ça n'est pas de produire. Leur objectif premier, c'est l'accueil de public. Et elles ont une marge de liberté qui est souvent un peu plus grande puisqu'elles sont concentrées, elles mettent toute leur force et toute leur énergie dans cet accueil de public. Et c'est pour ça que ces fermes d'animation-là, en général, sont un peu plus diversifiées en termes de public et en termes d'activités qu'elles peuvent proposer. C'est pas une obligation ni une interdiction pour les fermes de production, c'est simplement que les fermes de production ont déjà un métier qui leur prend beaucoup de temps. Et donc, accueillir du public, c'est aussi assez chronophage, c'est une activité supplémentaire. Les fermes d'animation, c'est leur métier pur et dur. Donc, elles vont avoir la possibilité, d'ailleurs pour sécuriser leurs revenus, mais on en reparlera un petit peu après, de s'intéresser à différents publics. Donc, des scolaires évidemment, des touristes, pourquoi pas, mais ça peut être aussi la petite enfance, des publics vulnérables, des publics en situation de handicap, des personnes âgées, des entreprises, etc., etc. Et le terme de ferme d'animation, donc, qui est donc défini dans la circulaire interministérielle de 2001, n'avait jusqu'à présent pas d'organe de représentation. Hein. On a parlé de bienvenue à la ferme d'un côté avec la chambre d'agriculture et les fermes d'animation n'avaient pas d'organe de représentation. C'est pourquoi avec mon acolyte Sophie Lamidé, il y a quelques temps déjà, on a initié un mouvement qui est devenu petit à petit, après être devenu un simple mouvement, est devenu une association qui s'appelle l'Association française des fermes d'animation. C'est donc un réseau qui permet aux fermes d'animation qui ne sont pas des exploitations agricoles d'être réunies sous cette appellation AFA, Association française des fermes d'animation.
Encore une fois, c'est comme Bienvenue à la ferme, ça n'est pas une obligation d'adhérer à ce réseau pour devenir une ferme pédagogique. En fait, vous êtes une ferme pédagogique à partir du moment où vous êtes un lieu qui accueille des animaux et qui ouvre au public pour des visites, pour des activités, pour des animations. Alors on a parlé de fermes éducatives, de fermes sociales, de fermes thérapeutiques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quelles sont les bases légales pour pouvoir s'appeler ferme thérapeutique, ferme sociale, etc. Eh bien, il n'y a pas de base légale. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de définition légale et que donc ça ne sera pas réglementé. Vous faites à peu près ce que vous voulez de votre appellation. Je croise beaucoup de personnes qui créent des projets qui légalement vont répondre à la définition, donc la définition légale de la circulaire de 2001, à une ferme d'animation, mais qui ne se reconnaissent pas dans le terme ferme d'animation et qui préfèrent s'appeler ferme éducative, ferme à vocation sociale, ferme à visée thérapeutique, etc., etc. Il y a plein d'appellations, voilà, ferme d'éducation populaire, j'ai vu également. Euh, Pourquoi est-ce que ces personnes ne se reconnaissent pas dans le terme de ferme d'animation ou simplement choisissent d'aller sur un autre terme? Eh bien, c'est peut-être parfois pour ne pas créer de confusion. Quand vous accueillez uniquement des publics vulnérables, par exemple, votre métier c'est de faire de la médiation animale quasiment à temps plein, c'est-à-dire que vous n'accueillez pas de scolaires, d'enfants, de touristes, et vous êtes concentré sur des publics vulnérables, eh bien dans cette situation-là, vous avez plutôt intérêt à l'expliciter dès le nom de votre projet. Donc ferme thérapeutique, ce sera quand même généralement plus facile à comprendre et donc vous avez moins le risque que des personnes viennent toquer à votre porte en pensant que vous êtes une ferme pédagogique ouverte pour des circuits de visite, etc., etc. Donc ferme sociale, ferme thérapeutique, ferme urbaine, ferme éducative, eh bien c'est un peu comme vous voulez. Et d'ailleurs, même si vous êtes exploitant agricole, vous avez le droit de décider de vous appeler autrement que ferme pédagogique. Vous pouvez être une ferme pédagogique par la définition légale et être une ferme sociale, être une ferme éducative, etc., etc. Donc ça, c'est vous qui le voulez. Nous, chez les entrepreneurs animaliers, on aime parler d'espace de relation au vivant. C'est à peu près ce qui va réunir tous les types de fermes pédagogiques, sociales, éducatives, etc. C'est le fait de créer un espace dans lequel on va créer du lien entre des humains, quels qu'ils soient, et du vivant. Ma conclusion sur ce point-là, ce serait que vous avez la charge, lorsque vous créez votre projet, eh bien de prendre soin de bien choisir le terme qui va définir votre projet, votre ferme pédagogique. Parce que plus vous êtes précis dans votre intention et dans la façon dont vous nommez votre projet, plus ce sera compris du grand public et ce sera facile ensuite de l'expliquer et de ne pas créer de confusion. La deuxième question que j'aime beaucoup, mais qui me prend un temps fou tous les jours, c'est: peut-on vraiment vivre de son projet de ferme pédagogique? Je voudrais raisonner un tout petit peu à l'envers. Moi, ça fait 6 ans que je fais ce métier d'accompagner des porteurs de projets en ferme pédagogique. Si je fais ça, c'est bien qu'il y a des débouchés et je pourrais pas survivre pendant 6 ans. Je pourrais pas faire vivre une entreprise, un cabinet de formation et de conseil et d'accompagnement avec des personnes qui y travaillent si 100% des projets de ferme pédagogique ne voyaient pas le jour et se cassaient la figure. Ce serait pas possible. Donc la question, elle est c'est un peu une question rhétorique de demander si on peut vivre d'un projet de ferme pédagogique. Évidemment qu'on peut en vivre. Mais je pense que quand vous vous posez cette question-là, vous vous imaginez bien qu'il y a des projets qui fonctionnent. Mais la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse marcher et pour ne pas se casser la figure tout de suite. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de projets qui se cassent la gueule. Il y a beaucoup de projets qui ne voient pas le jour. Et j'en ai accompagné des projets qui ne voient pas le jour. Faute d'argent, faute de temps, faute d'énergie, faute de pas de chance parfois, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'aboutiront pas à leur projet de ferme pédagogique. Pour autant, il y en a beaucoup qui aboutissent et c'est tant mieux. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse en vivre et qu'est-ce que ça veut dire en vivre? Vivre de sa ferme pédagogique, ça veut dire pouvoir se tirer une rémunération décente une fois qu'on a déduit toutes les charges du projet. Parce que quand vous avez un certain chiffre d'affaires, des certaines recettes dans votre projet, dans ces recettes, il y en a une partie qui part dans vos charges d'exploitation, vos charges courantes. Il y a une bonne partie qui part aussi aux frais pour financer l'État, les taxes, les impôts, etc. Et puis il y a une partie qui vous revient
qui est votre rémunération. L'objectif et la réponse à la question peut-on en vivre, c'est est-ce que cette dernière part de salaire, de rémunération est suffisante et est cohérente par rapport au niveau d'investissement que vous y mettez. Alors ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, vous serez jamais richissime en créant une ferme pédagogique, mais vous serez riche de plein d'autres choses. Et que, évidemment, vous pouvez vous tirer une rémunération décente à condition de faire les choses bien dès le début. Ça nécessite d'abord un engagement fort de votre part. Comptez pas trop sur le fait de faire vos 35 heures, surtout si vous êtes solo entrepreneur. Et puis d'avoir un investissement temps et argent certainement conséquent. Et si ce n'est pas une question d'investissement argent, il faudra trouver d'autres formes d'investissement. Alors j'ai noté 3 critères qui font que vous arriverez à vivre de votre projet de ferme pédagogique. Le premier critère, c'est votre capacité et la vitesse que vous mettez à résoudre le problème d'accès au foncier. Il n'y a pas 50 solutions quand on veut créer une ferme pédagogique. Il faut de la terre, il faut du terrain. Si on n'en a pas, la pire des approches, la pire des solutions, c'est d'attendre qu'on vous le donne. Donc d'aller quémander, de demander pendant 3 ans des fonds, des subventions, etc., sans avoir rien fait entre-temps. Donc si vous avez un projet qui est sérieux de ferme pédagogique et que vous avez un tout petit peu de terrain pour avoir vos animaux, commencez à faire de l'éducation populaire, commencez à faire de l'éducation à l'environnement, commencez à faire de la pédagogie animale en itinérance ou avec les moyens du bord. Parce que ce sera certainement précaire, ça peut être le week-end sur votre temps libre sans forcément quitter votre job, mais le fait de faire ça, vous mettez un pied à l'étrier, vous commencez à vous faire un nom, vous commencez à montrer que vous êtes dans l'action et que vous n'êtes pas passif à attendre que la banque vous donne 1 million ou que la mairie vous paye votre terrain. Ça, c'est la première chose. Mais il y aura forcément un moment, si vous voulez créer une vraie ferme pédagogique sur terre, eh bien, il vous faudra du foncier. Pour avoir du foncier, c'est pas très compliqué, mais c'est facile à dire. C'est soit vous avez les moyens de vous le payer, soit vous arrivez à décrocher le partenariat qui vous permet d'obtenir des terres sans forcément les payer, ou en tout cas sans forcément vous entêter vous-même pour pouvoir l'avoir. Alors si on a les moyens, eh bien on va pouvoir investir. Donc par exemple, ne quittez pas votre CDI tout de suite si vous voulez faire un emprunt à la banque pour pouvoir acheter votre future habitation dans laquelle il y a 3 hectares qui vous permettent de faire votre ferme pédagogique. Profitez d'avoir encore votre emploi pour pouvoir changer d'habitation. Alors, c'est totalement possible de ne pas habiter sur le lieu de votre ferme pédagogique, hein, je ne dis pas le contraire. Par contre, au niveau des banques et au niveau des investissements, c'est quand même beaucoup plus facile de dire j'achète ma résidence principale, et dommage collatéral, il y a de quoi faire une ferme pédagogique dessus, que de dire j'achète une ferme pédagogique à proprement parler et je continue à payer mon loyer ou mon crédit de ma maison à part. Ça, c'est le premier élément. Si vous n'avez pas les moyens ou la possibilité d'obtenir du foncier, eh bien, il va falloir trouver des partenariats. La bonne nouvelle, c'est que des partenariats, il y en a. Il y a des collectivités. Alors, soit elles sont demandeuses elles-mêmes, elles recherchent des partenaires pour créer la ferme pédagogique municipale ou intercommunale du coin, soit elles sont simplement éventuellement ouvertes à la discussion et c'est à vous d'aller toquer à la porte des élus, des municipalités, des intercos, etc. et de vendre votre projet comme étant un projet d'intérêt public. Voilà pour ça. Pour l'accès au foncier, il faut essayer de remuer un peu ciel et terre dès le début pour pouvoir trouver une solution. Mais je le redis, ça ne peut fonctionner que si vous restez pas vous passez pas votre temps à ne rien faire. Donc plus vous êtes dans la micro-action, vous montrez que vous avez fait des petites actions avant même d'avoir accès à du foncier, et bien plus vous allez démontrer que vous êtes la bonne personne pour tenir ce projet. Une fois qu'on a accès au foncier, on va se mettre à faire, à installer sa ferme pédagogique, à faire des travaux, à faire tout un tas de choses. Et va venir le moment important où il va bien falloir entre guillemets, rentabiliser votre investissement, il va bien falloir faire rentrer des recettes. Et même si vous êtes une association, il vous faudra des recettes. Vous ne pourrez jamais compter uniquement sur des subventions ou des aides publiques. Ça n'existe plus aujourd'hui, ou c'est très très rare. Et si c'est le cas, il y a peu de chances que ce soit vous qui soyez sur le coup, puisque quand on est sur des projets 100% financés, les équipes projets sont montées en même temps. Donc la seconde étape, ça va être d'assurer la réussite de votre lancement et donc le développement des premières années de votre ferme pédagogique. Et c'est là où ça capote.
Parce qu'autant vous entendrez pas souvent parler de projets, avortés puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'exister, donc les personnes ne vont pas, passer dans les médias pour dire, qu'ils ont échoué leur projet. Leur projet n'a pas existé donc on n'en parle pas. Par contre, un projet qui a démarré et qui s'est cassé la figure assez rapidement, ça va faire les médias, on va en entendre parler ou les personnes vont en parler sur les réseaux sociaux pour dire: «Attention, ne créez pas de ferme pédagogique parce que vous pourrez jamais en vivre, ça marche pas» et cetera. Alors qu'est-ce qui fait qu'on en vit pas? Il y a pas 36, solutions. Soit vous avez trop de charges, soit vous avez pas assez de recettes et les recettes, il faut aller les chercher même si vous êtes une association. Alors j'entends beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais moi je suis pas très réseaux sociaux, j'aime pas communiquer, je veux pas décrocher mon téléphone» et cetera. Mais j'ai envie de dire, il y a un moment, vous avez voulu créer votre propre projet, c'est pas la fête Clochette qui va vous amener vos visiteurs. Donc il va falloir vous bouger, trouver des astuces, trouver des axes de communication pour faire venir du public. Si vous êtes sur de la visite libre par exemple, donc vous cherchez à vendre des centaines et des milliers de billets, d'entrée, pour des parcours libres, il va falloir avoir une communication de masse, locale mais de masse. Si vous êtes sur une ferme de type, ferme sociale, ferme thérapeutique et cetera, eh bien, c'est à vous de, faire en sorte d'aller chercher des partenaires, des institutions qui viennent et qui vont faire des réservations, avec des petits groupes pour venir faire des activités, des animations dans votre ferme. Dans tous les cas, vous avez une obligation de communiquer et vous avez une obligation de mettre tous les moyens pour trouver votre clientèle. Donc si vous arrêtez votre projet et que vous dites: «Ça marche pas», mais que vous n'avez pas essayé, et plus qu'essayé, que vous n'avez pas mis, vraiment le maximum de votre énergie pour réussir à communiquer, eh bien, c'est que vous étiez pas fait pour faire ça. Il faut être en mesure de ça s'apprend, hein, mais il faut être en mesure de communiquer. Donc encore une fois, j'ai aucun problème avec, le fait que vous soyez pas, fan de l'utilisation des réseaux sociaux à titre privé, par exemple. Mais là, on parle de votre projet d'entreprise, de votre projet professionnel. Quand on a un projet professionnel, on ne fait pas que ce qu'on aime. Parfois, on fait des choses qui sont des tâches plus difficiles, qu'on apprécie moins. Mais il faut aller chercher les gens là où ils sont. Et puis, il y a quand même un élément important dans la réussite de votre projet, c'est le choix du modèle économique. Moi, je considère que le modèle des visites libres, donc le fait que des visiteurs, des familles, des touristes payent leur entrée le samedi, c'est certainement le modèle économique le plus difficile pour un début de projet. Pourquoi le plus difficile? Parce que vous maîtrisez très très peu la quantité de personnes qui va venir. Vous pouvez communiquer en masse, mettre des affiches dans les rues, aller dans les marchés, parler de votre lieu, mettre des pancartes, ce que vous voulez, mettre des choses sur les réseaux sociaux. Il y a un moment où il y a une grosse différence entre 100 et 200 personnes qui viennent le week-end dans votre ferme pédagogique. Et 100 ou 200, ça fait une grosse différence sur votre chiffre d'affaires. C'est difficile à prévoir, c'est difficile à anticiper. Et c'est assez difficile à mettre en place. Pour moi, c'est le modèle économique le plus difficile, en tout cas pour un démarrage. Et donc si vous voulez récupérer, en tout cas démarrer votre activité le mieux possible, moi je vous conseille de privilégier 2 autres modèles économiques. Soit la visite guidée ou la visite commentée, la visite animée. Donc ça reste une visite, mais sur réservation avec des tarifs qui sont généralement plus élevés et qui sont donc prévisibles puisqu'ils sont sur réservation. Soit c'est le modèle économique que personnellement je préfère, ce sont les partenariats avec des institutions. Donc vous vous concentrez principalement sur l'accueil d'écoles, de crèches, de maternelles, de groupes d'entreprises privées, de groupes, médico-sociaux, de publics vulnérables et cetera et cetera, et les institutions vous payent à la séance pour une prestation qui va au-delà d'une simple visite, mais qui est une animation. Ce que j'aime dans ce modèle économique-là, c'est qu'il est prévisible à l'avance. Vous connaissez précisément les créneaux sur lesquels vous êtes pris, vous connaissez votre chiffre d'affaires à l'avance, vous connaissez les conditions dans lesquelles vous avez généré ces recettes. Et donc, le temps que vous n'utilisez pas, enfin les moments, les créneaux où vous n'avez pas de séance, vous pouvez les passer soit à gérer votre ferme pédagogique, soit à démarcher d'autres projets pour remplir un peu plus votre agenda. Ce qui n'est pas le cas pour de la visite libre, puisque la visite libre, vous êtes obligé à un moment ou à un autre d'être en attente des gens qui viennent au portail et qui payent leur droit d'entrée à 5 ou 10 euros pour visiter votre ferme. Donc personnellement, c'est mon modèle économique préféré.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans des parcours de visite libre, mais ça veut peut-être dire que, ce sont des modèles économiques à privilégier plutôt dans un second temps, une fois que votre lieu est bien implanté, une fois que votre notoriété est un peu plus forte, et une fois que vous avez un parcours qui est nickel. Pourquoi? Parce que si vous avez un parcours qui est moyen, et qu'en fait il y a pas grand chose à faire au sein de la ferme, il y a des animaux, mais il y a pas trop de pédagogie, il y a rien à faire en autonomie. Les gens vont venir visiter une demi-heure, vont être frustrés parce que vous leur direz qu'il faut pas donner du pain aux canards parce que c'est pas bon pour eux, et en fait, n'auront pas vraiment eu de vraie interaction avec l'environnement. Alors qu'une visite guidée, vous avez le temps de ralentir le pas, de discuter avec les personnes et de leur faire profiter au maximum de votre lieu, de leur parler de l'histoire du lieu, de leur parler des animaux. Il y a un troisième élément qui fera la réussite du projet. Je vous ai parlé de l'accès au foncier, je vous ai parlé du développement du projet et donc le choix du modèle économique. Eh bien, il y a un troisième élément pour vivre de son projet de ferme pédagogique, c'est la satisfaction de vos clients. La satisfaction de vos clients, que ce soit des parcours en visite libre ou des animations, c'est quelque chose de clé. Quand vous démarrez, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une mauvaise presse, une mauvaise pub ou en tout cas un mauvais bouche à oreille. Parce que c'est ça qui va faire décoller votre projet. Le bouche à oreille, ce n'est pas quelque chose qu'on doit subir, c'est quelque chose qu'on doit provoquer, qu'on doit encourager et qu'on doit faciliter. Et donc, je prends encore l'exemple d'un parcours en visite libre, puisque c'est souvent ce que vous idéalisez en premier lieu. Eh bien, les visites libres, vous ne serez jamais au jour 1 de l'inauguration à un parcours idéal sur lequel on a vraiment de quoi se nourrir l'âme, l'esprit et les yeux pendant 2 heures. Donc le risque, c'est que, il y a quelques panneaux pédagogiques qui expliquent le nom, de l'animal, son espèce, ce qu'il mange et cetera, mais que la visite soit assez rapide et donc que les gens aient l'impression de ne pas en avoir pour leur argent. Pour des animations, le fait que ce sera considéré comme de mauvaise qualité ou en tout cas une mauvaise satisfaction de vos clients, c'est si vous avez une mauvaise méthode d'animation, que vos ateliers sont décousus, que vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Si on est simplement sur 1 heure de nourrissage d'animaux et qu'il n'y a pas de trame, qu'il n'y a pas de méthode, forcément ça peut coincer. Si on est simplement sur de la visite et vous vous baladez avec les gens, c'est pareil, ça fera la même chose. Donc tout ça, ça nécessite d'avoir du professionnalisme et d'avoir prévu quelle est l'expérience client que vous voulez, quelle est l'expérience des visiteurs ou des bénéficiaires que vous voulez que les personnes vivent. Et ça, vous devez le maîtriser, allez, pas à la minute près, mais au quart d'heure près. Vous devez savoir combien de temps les gens vont rester, qu'est-ce qu'ils vont vivre, avec quels souvenirs ils vont repartir, et qu'est-ce qui va faire qu'ils seront heureux à la fin. Et vous devez appuyer sur ça. Si vous arrivez à gérer ça, c'est-à-dire en 1, débloquer le problème d'accès au foncier. En 2, mettre les moyens, accepter de votre côté de faire des choses qui parfois sont difficiles, comme faire du démarchage, faire de la communication, vous montrer parfois en vidéo ou accepter d'aller sur des réunions publiques, etc. pour parler de votre projet. Et puis 3, de vous assurer que même dans sa version minimaliste, dans sa version inaugurale, votre projet tient la route et permet à vos clients et à vos visiteurs d'être satisfaits, eh bien oui, vous vivrez de votre projet de ferme pédagogique, je peux vous le garantir. D'ailleurs, tout ça, je vous propose d'aller encore plus loin dans une formation gratuite de 7 jours qui sont les secrets d'une reconversion réussie dans l'entrepreneuriat animalier. Si vous voulez télécharger cette formation, vous pouvez vous rendre sur le lien qui va s'afficher ici ou aller sur le site entrepreneur-animalier.fr/7 jours. Vous recevrez dans votre boîte mail directement les accès à cette formation de 7 jours et vous recevrez aussi pour information les infos sur la formation Créer, développer et gérer une ferme pédagogique et thérapeutique qu'on a renommée Objectif Ferme Péda. Allez, on va arriver à la troisième question et ça va être une question qui va être peut-être plus rapide à répondre. C'est combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend pour créer
et réussir son projet de ferme pédagogique, de ferme d'animation ou de ferme thérapeutique. Alors je ne vais pas vous faire des grands discours, je vais vous donner les statistiques ou en tout cas ce que j'observe parmi mes clients, parmi les personnes que j'accompagne. Et je rappelle que certains projets n'aboutissent pas, mais pour ceux qui aboutissent, et il y en a un certain nombre, et c'est toujours plaisant de voir leur histoire et de voir leur succès et leurs aventures. Eh bien, voilà comment je les découperai. Faut compter à peu près 2-3 ans entre le début de leur formation chez nous, donc la formation objectif ferme pédagogique et thérapeutique, et le moment de leur inauguration officielle. Alors j'ai déjà vu des projets où en 12-18 mois, ça sortait de terre. C'est pas une exception d'ailleurs, on en trouve assez régulièrement. Mais voilà, moi je compte généralement, si je fais un check-up, on fait un check-up à peu près tous les ans pour voir où en sont les projets qu'on a peut-être perdu de vue parce qu'ils ont été accompagnés il y a un certain temps, etc. Les personnes parfois disparaissent, reviennent, etc. Il faut compter 2-3 ans. Pendant cette période-là, les personnes n'ont pas rien fait. Elles ont d'abord suivi une formation. Donc la formation, généralement, ça va durer 6 mois. 6 mois officiels, mais généralement, il y a besoin d'une prolongation pour que les personnes continuent à prendre en main les différents contenus, les différents chapitres de formation, continuent à s'interroger sur un certain nombre de choses. Donc on va dire qu'on est sur un accompagnement qui peut durer jusqu'à 1 an. Sur cette période-là, il peut se passer des choses. On peut être déjà en recherche de terrain, on peut déjà être en recherche d'une ferme pédagogique. Mais pour beaucoup de porteurs de projets, on est plutôt sur une phase de calibrage. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ma famille est d'accord? Est-ce que mon changement de vie correspond à mes contraintes familiales, etc. Ensuite, il va y avoir un temps de réalisme, entre guillemets, où on va se confronter justement à sa famille, ses contraintes, etc. On va devoir peut-être faire un deuil de la ferme pédagogique de rêve, en tout cas elle sera pas accessible tout de suite. Et puis on va commencer à rentrer dans le concret. Je vous passe les détails, il y a quand même des hauts et des bas dans tous les projets, c'est normal. Il peut y avoir des phases de doute, des phases d'euphorie, des phases d'accélération avec des opportunités qu'on va pouvoir se créer, des rendez-vous avec des élus locaux, des rendez-vous avec des fondations ou une visite d'une ferme, d'un endroit qui est prometteur et qui est soudainement à vendre et qu'on n'avait pas prévu. Donc souvent, les belles opportunités sont celles qu'on n'avait pas forcément anticipées ou qu'on n'avait pas forcément remarquées. Donc ça, c'est top. Donc comptez 2-3 ans entre le début de formation et une éventuelle inauguration officielle. L'inauguration ne veut pas dire que tout est bon. Je vous ai parlé tout à l'heure des différents stades pour réussir son projet et pour pouvoir vivre de son projet de ferme pédagogique. Eh bien, l'inauguration, c'est un nouveau point de départ. C'est pas un point d'achèvement, c'est juste un nouveau point de départ. On part sur une nouvelle aventure. Et là, c'est l'aventure du développement du projet. Et moi, je considère que vous arrivez à pérenniser votre projet. En gros, votre crash test va durer 2 à 3 ans. Si pendant ces 2 à 3 ans, vous arrivez à développer vos visiteurs, vous développez votre notoriété, vous développez votre carnet d'adresses et votre carnet de réservation si vous faites des animations ou simplement vos entrées pour les visites libres, et bien si d'ici 2-3 ans, vous obtenez le niveau dont vous avez besoin pour pouvoir vous rémunérer, normalement, la suite, ça va tourner. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui, au bout de 2 ans d'activité, me disent: Tristan, tes cours sur la communication, tous tes contenus sur le démarchage, etc., ça m'a beaucoup servi au début. Mais alors aujourd'hui, je me fais un plaisir de ne plus démarcher, de ne plus avoir besoin de faire beaucoup de communication, etc. parce qu'on tourne à plein régime et qu'on ne sait plus comment gérer. Alors je suis d'accord et pas totalement d'accord. La communication, il faut continuer à l'entretenir parce que vous n'êtes jamais à l'abri que le soufflet retombe. Mais pour le démarchage, c'est parfois vrai. Parfois, vous arrivez à un niveau de bouche à oreille qui est suffisant pour ne plus avoir besoin de faire du démarchage actif vous-même. Vous allez avoir des demandes de devis, vous allez avoir des demandes de personnes qui veulent s'inscrire à vos animations, etc. C'est un petit peu ce qui nous arrive à nous. Aujourd'hui, nous, ça fait des années qu'on ne fait pas de démarchage de personnes qui ne nous ont pas sollicité. C'est vous qui venez à nous pour vous former et on voit ensuite si on décide de travailler ensemble ou pas. Mais à aucun moment, on a besoin d'aller
toquer à votre porte si on ne vous connaît pas pour vous demander: «Hey, est-ce que tu aurais un projet de ferme pédagogique?» C'est si vous décidez de nous faire confiance, si vous décidez que vous avez besoin d'être accompagné et d'être dans les meilleures conditions, eh bien vous venez, on en discute pendant un petit rendez-vous, d'une demi-heure et puis, si on voit qu'on est capable de vous aider, eh bien on vous propose un accompagnement. Est-ce que ça peut être plus rapide? Parce que là, vous voyez 2-3 ans pour une inauguration, 2-3 ans pour que le projet soit bien stable et réussisse parfaitement. On est quand même entre 4 et 6 ans entre le moment où vous décidez de vous former et le moment où ça tourne à plein régime. Ah bah oui, ça peut être plus rapide, mais ça dépend pas 100 de vous. Il y a des choses qui dépendent de vous, d'autres qui dépendront aussi de votre environnement ou d'un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que, vous devez quand même prévoir ça. Par exemple, prévoir une petite période de chômage ou d'indemnisation ou une petite période où, vous réduisez votre niveau de vie, où votre conjoint ou votre conjointe est en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de votre famille, de ne pas mettre vos enfants en danger ou votre famille en danger. Donc il y a une certaine période à assurer. C'est pas la période jusqu'à l'inauguration, puisque jusqu'à l'inauguration, vous pouvez très bien travailler en parallèle, de votre activité, habituelle. Mais il y a un moment où il va falloir vous concentrer au moins à mi-temps sur votre projet pour pouvoir le développer. Alors qu'est-ce qui fait que c'est plus rapide? Bah, c'est plus rapide si vous commencez et que vous avez déjà le terrain. C'est-à-dire que si vous avez déjà un lieu et que la seule question, c'est de faire quelques travaux et d'inaugurer, en fait, la première période de 2-3 ans, elle est raccourcie à 6 mois, 1 an et donc ça va aller très, très vite. En plus de ça, si vous avez le lieu, vous avez déjà commencé à en parler à plein de gens, vous avez déjà commencé à contacter, le maire, les élus, tout un tas de personnes qui peuvent être des décisionnaires et qui sont peut-être en attente, qui sont peut-être au taquet et qui ont envie de, venir avec des publics dans votre ferme pédagogique. Ça peut aller, plus rapidement aussi, si vous faites une reprise d'activité. Je le vois de plus en plus et c'est assez chouette de le voir. Alors ça peut être la reprise d'une ancienne ferme pédagogique. En ce moment, on a des fermes pédagogiques qui sont à vendre, des personnes qui partent à la retraite et qui cherchent des repreneurs. De la même manière qu'on a des exploitants agricoles qui n'ont pas de descendants, qui n'ont pas, d'enfants qui veulent reprendre la ferme, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, eh bien ils vont la mettre, à la vente. Eh bien pour les fermes pédagogiques, c'est la même chose. Pour la partie privée. Pour les fermes d'animation, associatives, ben, il suffit qu'il y ait un nouveau poste à pourvoir et dans ce cas-là, on ne sera pas dans un projet à porter, on sera plutôt dans un poste à reprendre. Mais dans le cadre d'une reprise, ça peut être aussi un ancien agriculteur qui vend sa ferme en pensant vendre à des agriculteurs, mais vous vous rendez compte que le lieu vous intéresse pour le transformer en ferme pédagogique. Alors, il y aura peut-être des contraintes de priorité à des personnes qui ont des projets agricoles, etc. Mais en tout cas, c'est pas impossible d'accéder à ces terres-là. Vous pouvez aussi reprendre des projets qui sont un petit peu différents. Je vous cite deux personnes qui se reconnaîtront, pardon, probablement au sein de la vidéo, mais il y en a beaucoup d'autres. Des reprises de camping. Donc, quand vous reprenez un camping, vous reprenez en fait des terres sur lesquels il y a des emplacements, il y a de la pelouse, il y a aussi des chemins, des aménagements, parfois des salles qui peuvent se transformer en salles pédagogiques. Et c'est pas si compliqué que ça de transformer un camping en ferme pédagogique. Et puis dans les transformations possibles, un peu plus anecdotiques, mais rares, mais très sympas. Donc des personnes qui sont en accompagnement actuellement ont acheté un ancien karting, donc un terrain, de karting et donc sur lequel il y a des cheminements, et donc c'est assez parfait pour créer un parcours de ferme pédagogique puisqu'il y avait déjà, des terrains, des chemins, bitumés donc pratiques pour les personnes en situation de handicap. Bon, il y a pas des kartings à vendre tous les jours. Par contre, des campings et des anciennes fermes pédagogiques, eh bien, il y en a. Et puis dernier élément pour que ce soit plus rapide si vous voulez porter un projet, eh bien, c'est de ne pas être seul. Je suis parfois en désaccord avec, l'adage qui dit que, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Parfois, à plusieurs, on va aussi plus vite. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Pourquoi ça va plus vite? D'abord, ça va plus vite en termes d'emprunt d'investissement. Si on est plusieurs à se porter garant pour l'emprunt, pour l'achat d'un bâtiment et d'une ferme, par exemple, c'est sûr que les banques vont avoir plus de facilité à faire confiance à trois personnes qui mettent trois fois leur propre
garanties qu'une seule personne qui met ses garanties. Ça, c'est certain. Et puis, si on cherche plutôt des partenariats, vous voulez trouver un terrain communal sur lequel vous implanter, vous voulez un partenariat avec, un département, une région, une commune, et cetera. Eh bien, le fait d'y aller à plusieurs, vous montrez que vous avez une dynamique de groupe, qu'il y a une répartition du risque entre les personnes, qu'il y a une répartition des compétences, des motivations, qu'il y a plus de temps à y accorder et donc que vous n'êtes pas tout seul avec vos rêves et votre bâton de pèlerin pour pouvoir faire le projet. Ça va toujours rassurer des personnes qui investissent en vous, qui investissent en argent, en temps ou en matériel, de voir que vous êtes plusieurs à porter un projet que de voir que vous êtes seul. Alors évidemment, si vous êtes seul, c'est pas la peine de mentir, c'est pas la peine de constituer une fausse équipe, et cetera. Faites avec, ce que vous avez. Mais en tout cas, ça ira plus vite, à mon sens, si vous êtes plusieurs à porter le projet. Voilà, j'ai répondu aux principales questions. J'espère que j'étais pas trop long. Je vois que le temps file quand même, mais c'était important de répondre à ça parce que je pense que sur les 35 minutes qu'on vient de passer ensemble, eh bien, vous avez l'essentiel des questions les plus brûlantes que vous vous posez si vous n'êtes pas encore sûr de créer votre projet de ferme pédagogique. Si malgré tout, avec tout ce qu'on s'est dit là, vous avez l'envie d'aller un peu plus loin, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de vous questionner, peut-être de vous challenger, qu'on vous pose des questions un peu plus pointues, qu'on voit avec vous si vous êtes fait pour créer votre ferme pédagogique, eh bien, je vous l'ai dit, vous avez le parcours gratuit de 7 jours que vous pouvez aller suivre, donc on vous remet le lien sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre conseiller pédagogique. Il est là pour ça, il est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour voir si vous êtes fait pour pouvoir créer votre projet. Et donc pareil, je vous mets son contact sous cette vidéo et vous pourrez donc réserver un rendez-vous avec lui et je compte sur vous pour assurer le rendez-vous parce que si vous bloquez un rendez-vous dans son agenda, eh bien c'est pour venir au rendez-vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs sous cette vidéo si vous avez d'autres questions que vous avez envie que j'y réponde. Ce sera un plaisir pour moi. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.